Alors déjà, il va nous falloir effectivement que Philippe Boucli, notre président, nous rejoigne, puisque c'est lui qui ouvre la réunion. Donc il y a tous les participants qui sont en train de se connecter. Nous avons 177 participants qui nous écoutent. Ça continue un petit peu de monter, mais je pense qu'on va commencer car comme le timing est très serré, je pense qu'il faut ouvrir. Donc Philippe, à toi. Bonjour à toutes et à tous dans cette période très particulière et pour une matinée bien particulière. L'année 2020 restera, j'en suis sûr, dans nos mémoires. Une année marquante à plus d'un titre, l'année de la Covid-19 qui dure encore, l'année de la publication de la stratégie nationale hydrogène. Alors cette matinée s'articule en deux séquences. Une séquence conférence que nous avons voulu sous le signe de 4 mots-clés: mutualisation, connexion, réplicabilité et consolidation. Et puis nous aurons notre assemblée générale proprement. Nous entrons dans une nouvelle ère, et qui dit nouvelle ère dit nouveau nom, nouvelle identité. La FIPAC, cet acronyme un peu bizarre, a fait son temps. Il s'est répandu et il était connu de tous. Mais maintenant, vive France Hydrogène. Par ces deux mots, France Hydrogène, nous voulons exprimer clairement que nous voulons bâtir et développer une filière française de l'hydrogène compétitive. Donc sans attendre, je vous laisse découvrir ce nouveau logo. Je pense que ce logo, il reflète exactement ce que nous voulons faire. Vous voyez ces 3 pétales, donc le bleu, le vert et l'ocre, qui résument à la fois la transition énergétique, écologique, l'énergie, et puis également la technologie, l'innovation, la modernité. On a essayé de réunir dans ces 3 couleurs l'ensemble de ce qui nous motive et ce qui nous anime. Voilà, je crois qu'on peut passer maintenant aux différentes interventions. Et comme je l'ai dit à l'instant, autour de ces mots clés: mutualisation, connexion, réplicabilité et consolidation. Et tout de suite, on va commencer sur la mutualisation avec Franck Verbeek, qui est le directeur du développement d'Elion Hydrogen Power et qui va nous parler des piles de forte puissance qui peuvent adresser plusieurs usages. Donc Franck, on t'écoute. Merci, bonjour à tous. Donc Franck Verbeek, je suis responsable du business et du développement produit chez Elion. Donc Elion Hydrogen Power, c'est un acteur historique avec 20 ans d'expérience dans le domaine du développement de la pile à combustible. Vous le savez, on développe nos propres stacks piles à combustible de type PEM avec des plaques en graphite composite. On intègre ces stacks dans des systèmes. Et capitalisant sur 20 ans d'expérience, effectivement, on peut apporter un support aux clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Nous ciblons les marchés principalement du heavy duty et notamment grâce au fait que l'on développe une technologie stack en graphite composite qui permet d'adresser des durées de vie de 20 000 à 40 000 heures en fonction des applications. Et donc effectivement, on est positionné sur les marchés du groupe électrogène, que ce soit stationnaire ou mobile, le maritime et le fluvial, le smart grid et le ferroviaire. Pour comprendre comment on arrive à mutualiser le développement
développement à travers ces différents marchés et donc réduire les coûts. Donc je vous propose de partir de notre concept pile à combustible. La première brique fondamentale, le stack, surtout sur la gauche. À ce stack, on va y associer un ensemble de capteurs actionnaires pour former ce qu'on va appeler un module. Ce module, en le dupliquant 4 fois et associé à un même compresseur, donc on va former une brique de forte puissance, 175 kW, qu'on appelle chez nous le fuel cell rack. Et pour avoir un système complet pile à combustible, donc on va associer ce fuel cell rack d'une part à un groupe motopompe pour le refroidissement du système, et on va intégrer et associer des armoires électriques de commande ainsi que de conversion de puissance. Et donc on se retrouve finalement avec deux briques, une brique de 150 kW pile à combustible, où on va avoir les 4 stacks en série électrique, et une deuxième version de plus forte puissance où on va associer les 2 fuel cell racks en série électrique, soit 8 stacks en série électrique, et toujours associés à des armoires de commande et de conversion de puissance. Sur la base de ces deux architectures de 150 et 300 kW qu'on va dupliquer pour aller atteindre le mégawatt ou des puissances supérieures comme 2 MW. J'ai essayé là sur cette slide en fait de mettre en avant comment on arrivait à mutualiser nos briques technologiques en fonction des différents marchés. La brique élémentaire, le stack, est associé à son module. On va effectivement retrouver la même brique sur l'ensemble des 4 marchés visés, les gensets stationnaires, les gensets mobiles, le ferroviaire et le maritime et le fluvial. Ensuite, notre fuel cell rack, il faut savoir qu'à travers ces différents marchés, on va être dans les mêmes conditions de fonctionnement qui sont généralement de moins 25 à plus 45 degrés. Donc on va avoir la même approche, la même architecture procédée pour l'ensemble de ces applications. Donc vous l'aurez compris, on va retrouver notamment les marchés du genset mobile, le ferroviaire et le fluvial qui vont avoir des problématiques spécifiques de choc et vibration. L'approche et la stratégie adoptée, c'est d'avoir la même façon de procéder et de mutualiser la stratégie sur ces 3 marchés, genset, mobile, ferroviaire et fluvial maritime. Sur le marché du stationnaire, typiquement, on va avoir exactement le même procédé au sein du fuel cell rack, donc c'est exactement les mêmes briques, les mêmes composants. Et par contre, sur le maritime et le ferroviaire, on va avoir quelques composants spécifiques pour pouvoir être 100% en accord avec la réglementation et les normes en particulier. Et dernier point, sur les armoires de commande et de conversion de puissance, on a une architecture électrique qui est commune à l'ensemble de ces applications, qui fait qu'on va pouvoir utiliser exactement les mêmes armoires électriques et de conversion de puissance pour les groupes électrogènes stationnaires et mobiles. Et par contre, on aura quelques spécificités, bien entendu, sur le rail et le maritime, avec toujours une approche choc et vibration identique. Grâce à cette mutualisation, on va pouvoir avoir des perspectives de production de nos concepts piles à combustible, avec typiquement en début de production l'année prochaine une vingtaine de systèmes. Et grâce à cette approche multimarché, on va pouvoir donc mutualiser, produire plus de fuel cell rack, produire plus de stacks et donc réduire les coûts. Pour pouvoir réduire les coûts, il faut cependant que l'on puisse avoir un outil industriel adapté à ces productions. Et donc, on a lancé un ambitieux plan d'industrialisation depuis 2 ans qui s'est traduit donc par, d'une part, l'augmentation de nos capacités de tests et de qualification qui nous permettent aujourd'hui, en tout cas en fin d'année prochaine, d'atteindre 500 kW cumulés de tests, de bancs d'essai, une chambre climatique. On aura une capacité sur notre site de 1 MW pour justement mettre en service nos systèmes. On aurait dû donc inaugurer notre site d'industrialisation en novembre dernier. À cause du Covid, ça a été déplacé à l'année prochaine. On a mis en place une ligne d'assemblage automatisée des stacks qui à terme nous permettra de produire jusqu'à 4 stacks par jour, c'est-à-dire 800 stacks par an, un fuel cell rack par jour, qui va nous conférer une capacité de production équivalente à 34 MW par an.
Donc on mutualise et on réduit les coûts pour être compétitif sur l'ensemble de nos marchés, groupe électrogène, ferroviaire et maritime fluvial. Voilà, merci. Merci beaucoup Franck pour cette présentation. Ensuite, nous avons Monsieur Vincent Lemaire, le président de Safra, qui doit nous parler donc, des bus à hydrogène. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien, mais malheureusement, on ne vous voit pas. Il n'y a pas de présentation. Non. Quelques minutes pour vous dire où nous en sommes chez Safra. Nous sommes là depuis 1955 à Albi. Effectivement, après 10 ans d'investissement en innovation, nous sommes devenus le premier constructeur français de bus hydrogène. Nous rentrons aujourd'hui dans une nouvelle phase de développement avec une industrialisation effectivement pour faire face à des volumes plus importants. C'est une nouvelle usine qui va sortir de terre dans les mois à venir. Le chantier devrait s'ouvrir avant le mois de mars 2021. Ce sont des nouveaux moyens financiers pour continuer à développer notre industrialisation, mais également des nouveaux véhicules, toujours dans le transport collectif. Donc c'est vraiment chez nous un grand programme industriel, un grand programme de croissance, évidemment créateur d'emplois, et pour assembler des bus, il y a énormément de main-d'œuvre, donc on parle d'emplois en centaines et rapidement en milliers, et donc un grand programme créateur de valeur. Parce que le bus hydrogène, ça existe maintenant, voilà, nous sommes 3 acteurs et prochainement un 4e qui sommes là sur le marché européen. Safra a mis des véhicules sur la route, tous les jours des véhicules sont exploités à Toigoën, donc à proximité de Lens, au Mans, mais également en Ile-de-France à Versailles. Et nous en avons encore une dizaine à livrer devant nous sur l'aéroport de Toulouse, suite à un achat Transdev, et également à Auxerre. Ces véhicules vont être livrés en 2021. Il est certain que le bus Innova hydrogène est bien le plus français des bus hydrogène sur le marché européen, puisqu'il a été conçu, assemblé dans nos ateliers ici à Albi. Et vous savez qu'il embarque donc la technosymbio avec le fuel cell développé par ce partenaire français bien connu de tous dans ce monde de l'hydrogène. Depuis 2019, on a déjà beaucoup contribué à la baisse des coûts, puisque ça va être un des challenges majeurs sur l'avenir, effectivement, sur la filière du bus hydrogène, qui va être challengée par d'autres filières, y compris la filière du bus biogaz. On y a déjà beaucoup contribué en se tenant aux objectifs fixés par l'Europe, et on va continuer avec nos nouveaux outils, nos nouveaux moyens, à travailler notre stratégie d'achat et la fameuse BOM utile au montage de ce véhicule. C'est 10 000 pièces sur un autobus, mais également en travaillant bien sûr sur nos productivités de main-d'œuvre et à la baisse du TCO, facteur clé de réussite dans ce domaine-là. Et là où nous sommes le plus acteurs, c'est sur les aspects maintenance, même si évidemment nous sommes très, très sensibles à tout ce qu'il y a autour et en particulier à la baisse du coût de l'hydrogène vert. Avec plus de volume, on va vraiment pouvoir travailler l'ensemble de ces aspects et atteindre des baisses des coûts. C'est la massification des commandes et bien sûr un préalable à tout ça. Alors en 2020, un rapide retour sur cette année, effectivement, Philippe l'a dit tout à l'heure, une année si particulière avec cette crise de Covid qui affecte beaucoup le transport public. Il y a une crise financière importante dans le transport public, vous le devinez, baisse des recettes, baisse du versement mobilité, mais aussi une baisse d'attractivité, presque 10 ans de recul sur l'attractivité du report modal de la voiture particulière vers le transport public. Et puis une année aussi qui était très particulière dans notre milieu, puisque c'était une année d'élections municipales, d'élections dans les villes et en suivant dans les agglos et métropoles, qui nous intéressent particulièrement pour le transport public. Alors on n'a vraiment pas perdu notre temps en 2020 en obtenant des référencements dans des centrales d'achat. C'est aujourd'hui fait à la centrale d'achat des transports publics. Ça veut dire que des agglos peuvent acheter des bus par cette centrale-là. Écoutez, je suis confiant pour que dans quelques jours, la conclusion se fasse sur la centrale UGAP, très connue effectivement de toutes les agglomérations. Nous avons également signé un référencement avec un très grand exploitant de transport public en Europe, qui est le groupe Le Grid Keolis. Et puis retenons aussi qu'en 2020, cet alignement des planètes politiques, le plan hydrogène, est tout à fait marquant pour l'avenir de notre filière, puisqu'il y a maintenant des moyens pour compenser les surcoûts. Dans cette année, pour voir les aspects un peu plus négatifs, effectivement, en France, il n'y a pas eu d'achat de bus hydrogène et que les appels d'offres ont un peu glissé. On attend avec beaucoup d'impatience les appels d'offres de Dijon et de Montpellier qui sont annoncés depuis quelques mois, mais ce contexte évoqué fait qu'il n'est pas encore sorti. Donc en 2021, il va vraiment falloir que les autorités organisatrices de mobilité, donc les présidents d'agglos et les élus,
fonce sur les achats et les marchés de bus hydrogène, qu'on sort de ces commandes quantité maxi 6. Voilà, c'est ce qu'on a eu à ce jour. Donc on passe sur des quantités plus intéressantes. C'est comme ça que nous pourrons industrialiser. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire ça. Ils ont moyen de passer par les centrales d'achat. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, lancer eux-mêmes des appels d'offres. Ils ont des moyens de trouver des financements à l'ADEME, à l'Europe. La BU prête de l'argent. La région Occitanie vient d'en obtenir pour financer la stratégie hydrogène. Donc tout est là pour effectivement foncer. Il faut enfin de la confiance pour acheter français et peut-être arrêter des comparatifs d'ingénieurs. Et je le dis en étant moi-même un ingénieur entre différentes technos. C'est vrai que dans le bus, il y a une techno très implantée ou un peu historiquement implantée avec la techno Ballard. Mais écoutez, on a une techno française qui est la techno Syndio qui est là et qui va bien. Il y a aussi un bus français, alors que nos concurrents assemblent en Pologne ou hors Union européenne en Macédoine. Donc je crois que c'est aussi l'objectif et l'attente des Français et du plan de relance. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Mais écoutez, seulement en audio, mais voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Donc des volumes, des commandes, et il y a des très très belles choses à faire sur cette techno. J'ai vraiment confiance dans cette filière. C'est notre axe stratégique pour Safra principal, la version Bus Innova H2, et puis en suivant d'autres véhicules de transport collectif vers l'autocar. Gros besoin dans les autorités organisatrices type région, effectivement, et on va bosser sur tout ça. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Vincent, et effectivement on voit que le rôle de la commande publique ou de la commande groupée peut avoir un levier important. On a des petites questions sur le chat sur les perspectives de coût d'un bus, coût actuel et coût futur. Alors peut-être que vous pourriez y répondre sur le chat aux participants qui posent. Maintenant qu'on a vu, donc concernant des briques technologiques comme les piles ou sur un bus à hydrogène, ce que ça pouvait donner, on va voir dans le cadre d'un hub de production d'hydrogène qui adresse plusieurs usages. Et donc on va écouter Stéphane Arnoux de CARE, premier élément, qui va nous expliquer tout ça. Bonjour à tous. Voilà, je me présente Stéphane Arnoux, je suis le directeur commercial, développement et marketing de CARE Premier Élément, qui est la filiale hydrogène du groupe CARE, que je vous invite dans un premier temps à découvrir ou à redécouvrir pour certains, puisque nous avons rencontré énormément de personnes du monde de l'hydrogène. Nous sommes un acteur des énergies renouvelables maintenant et un acteur indépendant depuis plus d'une trentaine d'années. Notre histoire a commencé en 1988 pour développer les énergies renouvelables et avec une succession d'activités. On était plus connu à l'époque sur Quadrant Énergie Libre. En 2017, rapidement, il y a eu une réorganisation du groupe à la fois capitalistique et au niveau de la stratégie, c'est-à-dire que nous avons décidé de céder nos actifs en France et d'Omtom de tous nos investissements développement que nous exploitions, ce qui nous a permis de se recentrer et de créer la filiale hydrogène et aussi de continuer notre développement dans les acteurs de la vente de l'énergie avec Premium Energy, qui est une des filiales du groupe CARE. Aujourd'hui, le groupe CARE, ça représente 300 collaborateurs, sachant que en début d'année, nous étions que 200. Nous avons une forte croissance, un développement international important, qui était une de nos bases de notre relance. Et puis, nous nous activons maintenant, depuis l'année dernière, de reprendre des activités en France, mais surtout sur de l'innovation, à la fois sur l'éolien en mer flottant, avec le projet Olmed que nous développons actuellement au large de Port-la-Nouvelle-Gurissan. Et puis, nous développons cette nouvelle activité dont la filiale a été créée en septembre 2019, qui s'appelle CARE Premier Élément, et dont l'objectif est de produire, distribuer, commercialiser de l'hydrogène, dans un premier temps, sur Port-la-Nouvelle. Pour faire cette action de création de valeur sur la chaîne de l'hydrogène, nous avons créé une filiale qui s'appelle IDOC, au mois de juillet de cette année. Donc, vous voyez, c'est très récent. Dans le cadre du développement de l'Occitanie, avec son plan hydrogène et ses ambitions de région à énergie positive, nous avons créé donc IDOC, où la REC, qui est un des piliers investisseurs de la région, est venu avec nous de façon à ce qu'on puisse construire une usine de 50 MW électriques, donc environ 6000 tonnes d'hydrogène par an à horizon 2030-2035. Et dont l'objectif est de pouvoir irriguer, à partir de notre usine de production qui sera située à Port-la-Nouvelle,
tout le littoral. Donc cette unité qui sera basée pour la nouvelle, l'opportunité que nous avons, c'est que nous installons sur une plateforme portuaire qui est en pleine mutation, où la région aujourd'hui a décidé des investissements importants d'environ 300 millions d'euros, sur laquelle nous pouvons installer notre unité de production de 50 MW électriques au niveau électrolyseur, pour pouvoir dans un premier temps alimenter toutes les activités portuaires de la zone, mais aussi grâce à cette localisation, nous pouvons réfléchir à une nouvelle chaîne logistique multimodale qui permettra de faire de l'exportation de l'hydrogène maritime, hydrogène par voie fluviale, par voie ferroviaire et par voie routière. Donc si je reprends un petit peu, et vous êtes très familier maintenant de ces petits synoptiques de la représentation de la chaîne de valeur, donc on va produire de l'hydrogène vert à partir d'électrolyse, bien sûr, ça fait partie des choix technologiques que nous avons retenus, alimenté évidemment par des énergies renouvelables existantes ou à venir, parce que sur ce territoire de Port-la-Nouvelle, on a des opportunités de pouvoir mettre des panneaux solaires en plus des éoliennes en mer. Cet hydrogène, en fait, est expédié par des conteneurs développés par la société Nexeia. Et c'est tout l'objet de la massification de l'hydrogène, c'est de permettre à la fois de pouvoir développer toute une filière industrielle sur un territoire. Et nous nous servons en fait des compétences de la société Nexeia qui s'installe et qui est installée sur Toulouse et qui développe un conteneur haute pression 500 bars 20 pieds qui nous permet en fait d'adresser un certain nombre d'usages de l'hydrogène qui sont illustrés. On a aujourd'hui des développements prévus sur le port de Sète pour alimenter à la fois une drague et à la fois une barge multiservice pour faire du courant à quai à partir d'hydrogène vert sur le port de Sète lorsque les bateaux sont en escale. On imagine aussi que cette unité, on peut la dupliquer et l'installer sur Port-la-Nouvelle, qui est un port en pleine reconstruction. On peut aussi, avec ce type de conteneur, alimenter et réfléchir à pouvoir installer ce conteneur énergie sur une péniche avec le projet e-barge. Donc nous sommes partenaires pour développer le transport fluvial sur le canal du Midi et remonter de Sète, aller jusqu'à Lyon et bien au-delà. Évidemment, cette chaîne logistique nous permet aussi d'alimenter des stations de distribution de carburant pour alimenter les bus Safra qui ont été précédemment présentés et tout type d'application au niveau de la mobilité. Et l'avantage d'avoir une massification et une filière industrielle locale, c'est aussi de pouvoir réduire fortement les coûts de distribution du prix d'hydrogène, de façon à ce que les territoires n'aient plus ce frein au niveau de l'usage de l'hydrogène, et aussi d'avoir une massification, donc une unité un peu centrale, permet aux territoires d'éviter de devenir producteurs d'hydrogène qui ne sont pas leur métier et qui ne rentrent pas dans leurs compétences premières. Donc on invite en fait les acteurs du territoire à pouvoir se concentrer à développer la mobilité zéro émission à travers les bus et la collecte des déchets. Et puis il y a un autre sujet qui est arrivé aussi hier avec le fameux covoiturage 2 qui est porté par la région. Donc on peut imaginer que avec notre unité de forte puissance, on puisse alimenter un certain nombre de stations qui pourraient être reliées au covoiturage 2 afin de décarboner en fait toutes les activités émettrices de CO2 et de particules fines, surtout le littoral méditerranéen de l'Occitanie. Voilà rapidement, je voulais vous présenter un peu ce que nous faisons et juste pour conclure, notre unité sera opérationnelle mi-2023. Nous finalisons actuellement le choix de la technologie, puisque ce n'est pas encore arrêté entre une technologie PEM et une technologie électrolyse alcalin. Et notre usine aussi pourra faire l'objet de nombreuses opportunités. Et j'invite tous les développeurs de projets de technologie de nous rencontrer, de façon à ce qu'on puisse aussi réfléchir avec vous si nous pouvons intégrer vos technologies sur notre plateforme, parce qu'on souhaite aussi réserver une zone d'essai pour pouvoir mettre en application et en usage industriel des premiers développements. Voilà rapidement ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui et vous présenter la dynamique de CARE et IDOC avec la région Occitanie. Merci Stéphane pour cette présentation, effectivement avec une diversité d'usages derrière une production massive d'hydrogène. Maintenant, on va parler de connexion, on va parler de l'hydrogène, il faut le stocker, il faut pouvoir le transporter, on va parler réseau. On va parler de ça avec Estille Prévieux, qui est directrice générale de Storengy. Et donc, Cécile Prévieux, je vous donne la parole.
Oui, bonjour à tous, merci. Donc j'attaque la partie connexion. Storengy, c'est le premier stockeur de gaz naturel en Europe, donc c'est notre métier historique. Nous sommes présents sur 3 pays, la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Nous sommes aujourd'hui très engagés dans le développement des gaz verts. Depuis 2 ou 3 ans, nous prenons pied dans la production de gaz vert, en plus du stockage. Donc, je vais vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est sur l'hydrogène. Nous déployons sur l'hydrogène notre stratégie sur nos 3 pays dans lesquels nous sommes présents. Quelle est cette stratégie? C'est vraiment un développement territorial au plus près des usages. C'est évidemment, on s'est dit, il n'y a pas d'économie d'hydrogène sans usage, donc il faut d'abord qu'on travaille sur les usages. Donc, sans surprise, c'est la mobilité et l'industrie principalement. Nous travaillons sur de la production par électrolyse, donc d'hydrogène vert, mais aussi sur l'hydrogène de récupération avec des industriels, donc de l'hydrogène coproduit par les industries chimiques notamment, que nous retraitons et que dans notre cadre de boucle locale, nous pouvons fournir à d'autres consommateurs. On a aujourd'hui beaucoup de projets, vous voyez, sur le territoire. Il y a à ce stade 7 projets sur tous nos projets qui sont lauréats déjà de guichets de financement français ou européens. Vous avez les noms sur la carte. On va bientôt mettre en service, le premier, ça sera Vanguard Mobilité près de Manchester en Angleterre. Et les prochains suivront en France. On a notamment un projet à Bordeaux, port de Bordeaux, donc petit clin d'œil à Stéphane, où on travaille aussi avec Nexeia et c'est vraiment la même logique, production locale d'hydrogène et alimenter les usages du port, les usages fluviaux, mais également les usages mobilité en région Nouvelle-Aquitaine. Nos quelques chiffres, on a un portefeuille donc, de projets de 50 MW au total pour mettre en service d'ici 2023. On considère que, vu le rythme des projets, on devrait en mettre en service à partir de 2023, 2 à 3 par an. On a donc cette première partie sur les usages. Maintenant, comment on arrive à structurer et à massifier ces développements? Déjà, on connecte en fait ces projets par région. On essaie d'essayer de mutualiser les moyens de production entre différents besoins, différentes collectivités. Ça, c'est une première manière de centraliser les productions et de faire du backup d'un projet à l'autre. Et deuxième voie pour essayer de massifier, vous voyez, on essaie de connecter sur nos stockages. Donc, ce sont les petits triangles en bleu. Alors, je parle de stockage salin, puisqu'en qualité saline, on peut déjà stocker de l'hydrogène pur sans difficulté dans le sous-sol. Et donc, en connectant la production et le stockage, ça nous permet d'avoir une offre déjà plus importante, plus diversifiée, d'apporter de la flexibilité et de la sécurité d'approvisionnement aussi à différents projets. Donc ça, on va dire, c'est un atout qui nous permet de passer un peu plus à l'échelle en utilisant ces cavités. Alors l'avantage de ces cavités, c'est que c'est modulaire, ça part de quelques tonnes stockées à quelques milliers de tonnes stockées. Donc on peut dimensionner en fonction des besoins et les cavités qu'on utilise. Et surtout, c'est soit des cavités existantes, soit des cavités à forer, mais des petites cavités, donc ça va assez vite. Et c'est des projets qui peuvent être time to market assez vite. Alors, j'ai pris 3 exemples. Par exemple, au nord, le projet Emilai, qui est avec Gazelle Énergie, la reconversion du site de Saint-Avold, sur lequel on a posé un projet d'électrolyseur de production d'hydrogène sur le site en remplacement dans des centrales à charbon qui vont bientôt fermer, des tranches charbon. Ce projet-là, il est pas très loin d'un stockage que nous avons asservi. Dans une première phase, c'est un projet de mobilité, mais dans une deuxième phase, il y a des usages industriels. On pourra connecter le stockage de Serville à cette unité de production pour massifier les usages. On a également, pas très loin, le projet Mosaïque, et je crois que GRT Gaz va en parler, puisque c'est un projet également de transport par pipe à partir de Saint-Avold de l'hydrogène, notamment vers l'Allemagne et vers le Luxembourg. Donc, premier projet qui peut utiliser du stockage. Deuxième projet, là, c'est complètement sur un site de stockage, le projet Hipster. C'est sur notre site d'Étré, pas très loin de Lyon, au nord de Lyon, près de Bourg-en-Bresse. Là, c'est de la production et stockage sur le site. Et puis le troisième projet, c'est le projet iGreen. Donc ça, c'est sur le site de Manosque, dans le site de stockage de Manosque. Là, c'est de la production et du stockage dans 2 cavités salines existantes. Là, on passerait à quelques milliers de tonnes. Sur Étré, on est à une quarantaine de tonnes stockées. Par contre, sur Manosque, on est à plusieurs milliers de tonnes stockées. L'idée sur ce projet iGreen Provence, avec qui nous sommes avec Air Liquide sur ce projet, également avec la communauté d'agglomération DLVA. C'est d'avoir une première phase locale de mobilité, une deuxième phase à l'échelle, 250 MW d'électrolyse pour alimenter les usages sur le port de Marseille.
Donc l'idée, c'est d'avoir la partie stockage et puis d'avoir également un nouveau hydrogénodique à construire qui relierait donc le site de Manosque avec le port de Marseille. Voilà, donc ça c'est quelques exemples où on commence à structurer. Bien sûr, ça se fait en plusieurs phases. Je l'ai dit, le stockage arrive soit dans des premières phases avec des petites quantités stockées, soit dans des phases ultérieures plus massives. Le dernier slide, c'était pour vous donner une vision encore plus ambitieuse. En tout cas, notre vision du développement de l'hydrogène, c'est vraiment qu'autour de ces hubs territoriaux qui peuvent devenir des hubs régionaux d'assez grande taille, ces hubs peuvent être connectés demain avec du transport et puis tout un réseau de stockage également. Et là, on peut effectivement avoir des axes européens franco-allemands. Évidemment, après, connecter nos projets, puisqu'on en a également dans le nord de l'Allemagne, nord-nord-ouest de l'Allemagne. On a des gros potentiels sur les infrastructures. Alors, je ne parlerai pas pour le transport, ça c'est la partie suivante, mais en tout cas, par exemple, en France, en matière de salins, on peut aujourd'hui, en l'état des salins, on a stocké jusqu'à 100 000 tonnes d'hydrogène. Et on peut évidemment développer sur nos sites, faire de nouvelles qualités pour, par exemple, passer à 150 000 tonnes. C'est nos projections dans quelques années. Donc, on est totalement engagé dans la conversion à terme de nos stockages à du pur hydrogène. Nous avons également des stockages, vous voyez, des petits triangles bleus dans le nord de l'Allemagne qui nous permettent de développer aussi des projets, alors éolien offshore, pas mal, et directement stockage dans les cavités salines ensuite à terre. Voilà un peu notre vision pour contribuer à la structuration de la filière, à sa massification et dire que c'est pas dans 10 ans, c'est dès aujourd'hui. Notre premier stockage en France sera mis en service en 2023 près de Lyon. Merci beaucoup Cécile Brévieux pour cette présentation effectivement des capacités massives de stockage et pour vous montrer comment ça peut être connecté. Donc maintenant on va parler justement des pipes, des tuyaux et donc on va passer la parole à Anthony Mazenga qui est directeur gaz renouvelable de GRT Gaz. Bonjour à tous et merci de l'opportunité qui nous est donnée de parler des infrastructures gaz. Alors, on était beaucoup intervenu, GRT Gaz, en tant que porteur de gaz, sur le sujet du mélange hydrogène et gaz naturel. Je voulais zoomer aujourd'hui plus particulièrement sur le sujet des infrastructures de pur H2, comme ça a été d'ailleurs évoqué par Cécile précédemment, et peut-être parce qu'aujourd'hui, on constate des débats entre une vision de l'hydrogène qui serait totalement décentralisée, locale, et une vision plus intégrée à travers les infrastructures. Juste rappeler l'intérêt d'avoir des infrastructures et donc un marché organisé de l'hydrogène. D'une part, c'est d'être capable d'offrir une capacité d'équilibre offre-demande, de faire foisonner les productions et les consommations, d'accéder au stockage souterrain de masse, et ça a été particulièrement bien illustré avec la présentation de Storengy, stockage de masse qui permettra par exemple d'intégrer de la production renouvelable à partir de photovoltaïque ou d'éolien et de desservir ensuite des usages industriels continus dans l'année. C'est être capable de mettre en place un marché organisé. On le voit très bien effectivement sur les marchés organisés de l'ELAC et du gaz, où on a la possibilité pour les producteurs et les consommateurs d'accéder à un marché profond, d'éviter des interdépendances one-to-one entre acteurs, et ça c'est source d'optimisation pour les acteurs. Sécurité d'approvisionnement, évidemment, ce foisonnement permet la sécurité d'approvisionnement. Je dirais qu'au-delà du foisonnement, c'est aussi la sécurité qu'apportent les réseaux, avec des risques de défaillance qui sont bien inférieurs à ce qui peut exister sur une production unitaire d'hydrogène. Et donc, on va retrouver effectivement cet enjeu très fort. Si demain, l'hydrogène se déploie massivement, il faudra apporter aux acteurs, que ce soit la mobilité, l'industrie, de la sécurité d'approvisionnement. Et puis enfin, c'est une logique plus publique de planification et d'organisation et la capacité d'offrir finalement une triple infrastructure électricité, gaz, hydrogène, c'est la possibilité d'intégrer des énergies renouvelables à moindre coût, de décarboner l'économie et on a tout à fait un optimum à trouver grâce à ça. Alors, au-delà de la théorie, GRT Gaz, on essaye de rentrer dans des projets très concrets pour mettre en œuvre et illustrer ces éléments, cet intérêt de l'infrastructure. On a lancé un projet dont le code est HYPHEN, trait d'union finalement entre les consommateurs, les producteurs, les stockages. C'est la concrétisation de ce qui apparaissait en pointillé sur les slides précédents, en offrant effectivement une capacité de transport allant du sud de la France, où on voit un écosystème hydrogène se développer autour de Manosque, Marseille, Fos,
remonter la vallée du Rhône avec là aussi un écosystème dans la vallée d'Achigny, Lyon, et puis partir ensuite vers l'est de la France et pourquoi pas l'interconnexion avec l'Allemagne, avec aussi des possibilités éventuellement en fonction de la dynamique des vallées de partir vers la région Île-de-France, voire la Normandie. Et c'est vrai qu'au passage, on arrive à connecter finalement les stockages souterrains massifs salins qui peuvent être développés pour l'hydrogène. Et puis on arrive surtout à connecter tout un tas d'acteurs qui sont présents dans ces écosystèmes-là et leur offrir cette possibilité que j'évoquais. On est sur un projet qui est en cours de structuration. On vise un horizon post-2030, mais avec des débuts de développement qui pourront arriver bien avant sur les zones régionales. Et on voit que cette approche, elle rencontre l'intérêt aujourd'hui des acteurs du système de l'hydrogène. On a lancé ce concept il y a maintenant un mois et il fait suite à une publication qu'on avait réalisée avec nos homologues transporteurs gaziers européens, Hydrogen European Backbone, dans le cadre de l'initiative Gas for Climate, qui était la vision Europe entière. Là, c'est un zoom, et ce zoom français, il attire quelque part fortement les acteurs. On a reçu aujourd'hui une quinzaine de marques d'intérêt, que ce soit de la part de producteurs d'hydrogène, de la part de consommateurs. On a particulièrement ciblé les gros consommateurs industriels susceptibles de s'intéresser à des besoins massifs et un apport massif via des réseaux, sans oublier les midstreamers, qui aujourd'hui sont actifs sur les marchés de l'électricité et du gaz et qui peuvent tout à fait jouer un rôle en termes d'optimisation des actifs, en termes de trading. Le fait d'avoir des infrastructures, c'est aussi demain la capacité d'avoir un marché organisé et d'avoir des acteurs qui jouent leur rôle dans cette optimisation des marchés organisés. Alors ça, c'est un projet effectivement de longue haleine et qui va nous tenir dans la durée et avec lequel on va associer des acteurs. En premier lieu, les stockeurs évidemment, et puis ces acteurs industriels de la production de la consommation. On essaye d'être à plus court terme très concret avec un premier pilote. Notre premier pilote qui s'appelle Mosaïque, on est tout au nord-est de la carte que je vous présentais, c'est à la frontière entre la Moselle, la Sarre, le Luxembourg, et Mosaïque vise à faire une première conversion de réseaux gaz, qui sont aujourd'hui des réseaux gaz qui ne sont plus utilisés, de les convertir au 100% hydrogène, et surtout, au-delà de la prouesse technique qu'on cherche à faire, surtout créer une dynamique avec un premier écosystème interconnecté et transfrontalier sur 3 pays, puisque effectivement on va pouvoir raccorder du côté allemand des producteurs et notamment Hydrohub, Fen, qui avec Steag notamment, qui souhaite produire de l'hydrogène. On va pouvoir, côté français, on est à proximité du projet Émilie qui a été évoqué précédemment, et on pourra avoir une cohérence avec ce projet-là. On a aussi la plateforme industrielle de Carlin, où on a aujourd'hui des acteurs industriels, pour certains déjà consommateurs d'hydrogène et qui ont des projets. Et puis si on remonte plus vers le nord, vers le Luxembourg, des perspectives en matière de développement de la mobilité hydrogène au Luxembourg, avec une problématique de pollution locale due à la mobilité qui est extrêmement prégnante, et donc une attention politique à développer ce type de mobilité. Donc on est sur un sujet technique pour nous de démontrer notre capacité demain à convertir des réseaux gaz à l'hydrogène, mais on est aussi, encore une fois, sur l'illustration de ce qu'on est capable d'offrir à des écosystèmes de l'hydrogène en les interconnectant, en leur offrant une capacité de transit et d'organisation d'échange de quantités significatives d'hydrogène. Ce projet-là, il vise à un horizon plutôt 2025 et on est aujourd'hui en discussion très très avancée avec les partenaires et surtout en discussion pour qu'ils soient intégrés dans les dispositifs d'aide qui sont discutés entre la France et l'Allemagne. On aura bientôt des nouvelles à annoncer de la concrétisation de ce projet dans les prochains mois. Je vous remercie. Merci Anthony. Nous allons écouter maintenant Philippe Girard, Ariane Group, partenaire avec Engie sur un projet de production et distribution d'hydrogène sous forme liquide. Donc voilà, Philippe. Bonjour à tous, donc Philippe Girard, responsable du cluster de propulsion liquide, donc les moteurs d'Ariane. Un petit retour en arrière, je me souviens de la surprise que certains ont exprimée lorsqu'on a rejoint la FIPAC il y a un peu plus d'1 an, parce que Ariane Group, c'est les lanceurs, et qu'est-ce qu'on vient faire dans la FIPAC? Ariane, c'est quand même de la mobilité hydrogène depuis 40 ans, une mobilité un peu particulière, puisque c'est de la très forte puissance, et chaque lanceur Ariane embarque 30 tonnes d'hydrogène à chaque lancement, avec une puissance développée qui est colossale, puisqu'elle se chiffre en milliers de mégawatts. En mégawatts, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? Ce qu'on s'est dit, c'est que quand on a vu tout l'essor qu'il y a autour de l'hydrogène,
on maîtrise ces technologies dans un domaine particulier, est-ce qu'on a un rôle à jouer dans le développement de la filière hydrogène en France? Pour ce faire, on a multiplié les contacts divers et variés dans l'industrie, au sein de la FIPAC. Et à ce titre, on a invité Engie sur le site de Vernon, justement pour savoir si on avait une place à jouer, quel rôle on pouvait avoir dans ce domaine. Le retour a été assez immédiat. Bien sûr, il n'est pas question d'utiliser des moteurs fusées sur le développement de l'hydrogène à des fins plus communes. Mais derrière une fusée, il y a tout un système hydrogène, du stockage d'hydrogène, des pompes, des vannes, tout un système fluide d'hydrogène que l'on maîtrise. Premier point. Deuxième point, extrêmement important, on a une zone d'essai qui doit être le plus grand centre d'essai hydrogène, 130 hectares à Vernon, qui est à 1 heure de Paris et qui est disponible évidemment pour d'autres applications. Et donc quand Engie est venu nous voir, le retour a été très simple. Engie est un fournisseur de molécules. Nous sommes un systémier, un équipementier, donc on est complémentaires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Engie nous a confirmé qu'on allait vers de la forte puissance et notamment de l'hydrogène liquide pour des applications notamment maritimes. Et du coup, on s'est dit, on a quelque chose à faire ensemble. Et donc, on a soumis un projet d'accord à notre direction suite à cette visite. Très simple, en disant, on a une vraie complémentarité, on a une vraie perspective, et donc on vous propose de construire un projet ensemble et un projet autour d'un liquéfacteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est fait très vite, puisque la pertinence de ce projet a été immédiatement comprise de nos dirigeants. Et donc, on a engagé depuis quelques mois une équipe intégrée entre les équipes Engie et les équipes ArianeGroup sur le site de Vernon pour concevoir ce liquéfacteur en utilisant tout le background que l'on a sur notamment tout ce qui est turbomachine et système hydrogène de forte puissance et de très fort rendement, puisque c'est quelque chose qui nous caractérise. Ce qui est remarquable, c'est vraiment la complémentarité technique, la proximité géographique, puisque le centre de recherche d'Engie, qui est au nord de Paris, est quand même à 1 heure du site de Vernon. Donc c'est extrêmement facile de mettre ça en œuvre. Et puis ce qui est totalement remarquable, c'est l'équipe intégrée qu'on a mis en place. Elle s'est mise immédiatement au travail ensemble de manière totalement naturelle. C'est la dynamique collective, elle est totalement exemplaire. Enfin, à titre personnel, je suis assez bluffé parce que c'est des personnes qui viennent d'horizons totalement différents où il y a encore 1 an, on n'imaginait même pas qu'on puisse travailler ensemble. Et là, c'est une équipe, on a l'impression qu'elle travaille ensemble depuis des années. Donc ça, c'est vraiment assez exceptionnel. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Et encore une fois, une vraie complémentarité qui a été rendue possible. Et là, je tiens à saluer la FIPAC pour ces initiatives parce que cette complémentarité, ces échanges, elles auraient, à mon avis, pas été possibles si on n'avait pas eu ce développement de réseau. Et vraiment, je considère que dans des ruptures technologiques comme ceci, faire appel et faire se connaître l'ensemble des pépites qu'on a en France, je pense que c'est vraiment une des missions fondamentales de la FIPAC et je tiens vraiment à remercier la FIPAC pour son soutien et ses initiatives. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Encore une fois, c'est un exemple à titre personnel, je trouve assez remarquable, de mise en commun d'expérience, une vraie complémentarité au service d'un enjeu sociétal. Merci beaucoup Philippe Girard. Donc maintenant, on va se pencher sur la notion de réplicabilité. Nous allons tout de suite écouter Airbus, donc qui va nous parler d'hydrogène en zone aéroportuaire. Donc c'est Christophe Arnold qui nous parle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Christophe Arnold. Je travaille sur le programme Zero I d'Airbus et je suis chargé des aspects liés aux infrastructures hydrogène. Je suis accompagné de Nicolas Landrin qui s'occupe des opérations hydrogène sur les aéroports. Nous sommes très heureux de pouvoir présenter notre projet Zero I d'Airbus aux membres de France Hydrogène et remercions grandement son organisation pour nous offrir cette opportunité. Donc le pitch que nous avons préparé s'articule autour de 3 slides. Les concepts d'avion Zero I, une illustration très concrète du déploiement de l'avion Zero I en France et le concept de hub hydrogène autour des plateformes aéroportuaires. Avec le projet Zero I, Airbus s'insère pleinement dans la stratégie mondiale de décarbonation de l'aviation. Nous visons la réduction de 50% des émissions mondiales des flottes en 2050 par rapport aux émissions de 2005 et la neutralité climatique d'ici à 2060. Chez Airbus, nous avons ainsi l'ambition de mettre sur le marché le premier avion commercial zéro émission au monde au plus tard en 2035. Nous pensons que la propulsion à l'hydrogène et hydrogène liquide est la meilleure option pour réaliser cette ambition. L'hydrogène élimine les émissions de CO2 en vol et peut être produit sans carbone.
Considérant aussi les émissions non CO2 et l'incertitude de ces effets, la combustion de l'hydrogène et la propulsion électrique par pile à combustible sont les moyens les plus efficaces pour réduire l'impact climatique en vol. Donc, dans un effort de R&D sans précédent, les 3 concepts ZeroE ont été présentés au monde en septembre. Ils nous permettent d'explorer une variété de configurations et de technologies. Donc là, nous avons un concept d'avion turbopropre, court courrier, capacité de 100 passagers maximum. Et il y a un concept turbofan moyen courrier avec une capacité de 200 passagers. Ces 2 concepts sont basés sur des architectures bien connues. On trouve 2 réservoirs d'hydrogène liquide à l'arrière de la dernière porte passager. Et donc le dernier concept est une aile volante qui est de loin la plus efficace d'un point de vue aérodynamique. Elle est très intéressante aussi pour le volume qu'elle offre pour loger les réservoirs d'hydrogène liquide. Mais cette version arrivera certainement plus tard sur le marché si nous considérons les gaps technologiques qui restent à couvrir. Nous vous proposons ici une illustration des volumes d'hydrogène liquide qui seront nécessaires à l'avion ZeroE quand il sera mis en service. Donc la carte de gauche représente les besoins d'hydrogène l'année de mise en service. Il y a 7 aéroports qui devront fournir en moyenne 1 tonne par jour d'hydrogène liquide pour des vols régionaux. Sur la carte de droite, nous voyons qu'après 5 années de mise en service, 18 aéroports accueilleront l'avion hydrogène avec en moyenne 2 tonnes par jour d'hydrogène consommé. Cela représente au total en France 37 tonnes d'hydrogène liquide. Si on prend les prévisions à plus long terme, du rapport McKinsey Hydrogen Powered Aviation, par exemple, la demande continuera à s'accroître fortement. On peut imaginer multiplier encore par 30 la demande d'hydrogène pour arriver aux prévisions 2050. Donc, dans l'immédiat, nous nous donnons 5 années pour maturer les technologies et le marché. Suite au lancement des essais en vol, et le lancement du programme est à prévoir vers 2027. Maintenant, je passe la parole à Nicolas pour faire un zoom sur les aéroports. Donc, dans ce contexte, on est convaincu que la mise en place de hubs de distribution d'hydrogène sur les aéroports jouera un rôle très important. Alors ces hubs devront être mis en place dans les 10 prochaines années et ils permettront d'alimenter dans un premier temps tout l'écosystème sur les aéroports et autour des aéroports, avec les moyens de l'aéroport lui-même, comme les tracteurs, les bus, les chariots élévateurs, mais aussi les camions de marchandises pour les zones de fret, la mobilité urbaine comme les taxis et les bus, ou également le chauffage des bâtiments de l'aéroport et des zones industrielles connexes. Mais ces hubs permettront aussi de dérisquer, d'un point de vue réglementaire, opérationnel, financier, le déploiement d'infrastructures hydrogène conséquentes sur un nombre suffisant d'aéroports en avance de l'arrivée des premiers avions. Donc ce que nous voulons vraiment, c'est mettre les aéroports sur la carte du développement des infrastructures hydrogène en France. Voilà, pour conclure, après vous avoir présenté les concepts des avions ZeroE d'Airbus, un plan possible de déploiement sur le territoire français et ce concept de hub hydrogène sur aéroport, nous souhaitons dire que France Hydrogène représente pour nous une excellente opportunité de coordonner largement tous les acteurs concernés. Voilà, donc nous espérons que ce pitch fera écho dans votre secteur d'activité et que nous pourrons entamer ensemble des discussions pour répondre à ces challenges. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Donc, effectivement, on voit bien l'hydrogène en zone aéroportuaire, ce que ça peut donner. Nous allons maintenant reparler de bus à hydrogène avec le projet de Montpellier Métropole. Donc, c'est Fabien Blasco qui va nous en parler tout de suite. Bonjour à tous. Donc, je me présente Fabien Blasco, directeur innovation à Montpellier Méditerranée Métropole. La métropole Montpellier, c'est 465 000 habitants et 31 communes. Un mot rapidement pour parler du contexte territorial. On s'est engagé très tôt dans une stratégie énergétique dans les années 80 en fait pour diversifier les usages énergétiques, aussi bien au niveau des bâtiments que des réseaux de chaleur, que des mobilités, avec une stratégie autour du tramway. Aujourd'hui 4 lignes de tramway et nous sommes en train de construire la 5e ligne de tramway qui mettra 80% de la population de la métropole à moins de 500 mètres d'une station de tram. Ça veut dire qu'on a une bonne couverture aujourd'hui en transport en commun. Et on vient compléter ça par des transports urbains, aujourd'hui déjà avec 135 bus GND. Notre situation sur la façade méditerranéenne, vous le voyez connectée au reste de la Méditerranée, Italie, Espagne et au nord de l'Europe, ainsi qu'avec Toulouse, nous positionne sur des axes de grand passage. L'autoroute A9, c'est plus de 30 millions de véhicules par an. 30 millions par an, et sur la métropole passe à peu près 25 000 poids lourds sur cette autoroute. Donc à partir de là, une des préoccupations, évidemment, va être la qualité de l'air. Pour ça, nous mettons en place un faisceau de politique publique destiné à améliorer cette situation
et améliorer aussi l'usage de l'espace. C'est un plan de protection de l'atmosphère, une zone à faible émission sur le cœur de ville, des démarches d'innovation territoriale, urbaine et territoriale sur les mobilités, sur les usages de l'énergie, et un plan climat, air, énergie territorial en cours d'élaboration, où évidemment la question du mix énergétique, la diversification des usages et du déploiement des énergies renouvelables sur le territoire sont stratégiques. On est donc dans un processus où l'hydrogène trouve sa place au même titre que d'autres actions liées à la mobilité. On vient d'acheter 15 bus à éthanol en 2019 dans le cadre d'un circuit court. On travaille actuellement sur le véhicule autonome. On travaille sur la logistique du dernier kilomètre et sur un ensemble d'offres en fait de mobilité. Tout ça traité dans une formule ensemblière de l'autopartage au vélo, en passant par les transports en commun. L'hydrogène donc est pour nous une continuité en fait dans cet engagement de la collectivité en matière d'énergie décarbonée. Alors l'hydrogène à Montpellier, c'est assez récent. Fin 2018, nous travaillions à la couverture photovoltaïque du dépôt de la TAM qui est l'exploitant de transport urbain de la métropole. Et au même moment, on rencontrait les chercheurs de l'Institut européen des membranes à Montpellier, et notamment Claude Lamy, que je salue ici, chercheur émérite du CNRS, qui travaillait sur la pile à combustible. Et très vite, en fait, l'hypothèse d'une mobilité hydrogène s'est posée, produire de l'électricité à partir du solaire photovoltaïque, alimenter un électrolyseur et faire rouler des bus, notamment à l'occasion du déploiement de 4 lignes de bus à haut niveau de service qui viennent compléter à l'échelle de la métropole l'ensemble des mobilités et remplir un peu les trous dans la raquette de la mobilité pour offrir toujours des alternatives à la voiture individuelle et être plutôt sur le transport lourd pour le déplacement des personnes. Le projet que nous développons donc côté Montpellier, c'est un projet qui prévoit la production de photovoltaïque à partir de panneaux pour une puissance de 2,8 MW crête. Alors, ce qui couvrira à peu près, dans un premier temps, 52% du besoin d'énergie de la production d'hydrogène. Mais donc, on a bien l'intention d'augmenter la capacité à partir d'énergie renouvelable. Une unité de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau avec un électrolyseur de 2 MW, du stockage, des stations de compression et de la distribution pour alimenter une flotte. Alors, dans un premier temps, en première phase, de 21 bus horizon 2023, plus 30 bus horizon 2025, donc ce qui fait une cinquantaine de bus à intervenir sur les 5 prochaines années pour desservir l'ensemble des lignes de bus à haut niveau de service de la collectivité. Avec cette production, on assure à moyen terme en fait les usages en mobilité pour les transports en commun, mais surtout on permet une capacité de production pour d'autres usages en mobilité pour des acteurs privés. C'est ce qu'on fait déjà avec le GNV. On a des stations bifaces en fait qui alimentent la mobilité publique et qui alimentent les usages des autres professionnels qui ont besoin de cette flotte. Ce projet a été développé par un partenariat mené avec Inamix, filiale d'EDF en matière d'énergie, avec Énergie du Sud, qui est la filiale de notre SEM d'aménagement qui développe le projet énergétique. Inamix et Énergie du Sud ont créé une société de projet pour développer ce projet, elle est constituée. Ils vont donc déployer le parc photovoltaïque, la production et la distribution d'hydrogène. TAM est l'exploitant des bus de la métropole qui seront acquis par la métropole courant des 3 années à venir. Ce projet est lauréat de l'appel à projet ADEME en 2019, lauréat de l'appel à projet Région Occitanie en 2020, et il vient depuis mardi là lauréat du mécanisme d'interconnexion en Europe, du CEF, hydrogène. Donc c'est une bonne nouvelle qu'on a appris cette semaine. Donc c'est aussi la mobilisation de moyens de financement pour ce projet. Le projet réalise un investissement d'à peu près 30 millions d'euros sur la période. C'est un petit projet à l'échelle, mais qui correspond justement à un exemple de ce qu'on peut développer dans des collectivités en termes d'usage et surtout initier un écosystème de l'hydrogène, la collectivité agissant ici comme un acteur économique pour développer les usages sur son territoire. Merci beaucoup Fabien pour la présentation de ce projet donc, de Montpellier Métropole. Nous allons passer au dernier mot-clé de notre matinée qui est la consolidation. Consolidation de la filière avec des grands acteurs, des PME, PMI et des acteurs qui se rassemblent au sein de sociétés de projet. Donc on va tout de suite en parler avec Thibaut de Sorbier, donc Technip FMC, et Laurent Carme, directeur général de McPhy. Donc Thibaut, on vous écoute avec Laurent. Merci Stéphanie, bonjour à tous. Donc Thibaut de Sorbier, je suis coordinateur technique de la collaboration Technip McPhy.
et donc j'avais co-présenté avec Laurent. Alors d'abord, je dois présenter Technip, puisque du fait du partenariat avec McPhy, nous avons adhéré à France Hydrogène. Technip Energies, c'est une société française qui fait partie du groupe Technip FMC. C'est 20 000 employés, acteur majeur de gestion de projet, d'ingénierie et de construction dans le domaine énergétique. On a un panel de segments assez important, bien sûr dans l'énergie carbonée, parce que c'est notre historique, les unités offshore, les usines de liquéfaction, génération d'hydrogène, je vais y revenir, le raffinage, également tout ce qui est complexe chimique, pétrochimique, unité de fertilisation. On a aussi une chaîne complète de maîtrise du CO2 et des compétences solides aussi, un background solide sur tout ce qui est chimie durable. Donc c'est important de rappeler que Technip est un acteur clé dans le monde de l'hydrogène mondial. Aujourd'hui, c'est une échelle qui est différente, mais d'un point de vue mondial, près de 40% de la production d'hydrogène est produite à partir d'unités construites par Technip. C'est des unités qui se basent sur la technologie du steam méthane reformé, donc d'origine carbonée. Néanmoins, nous avons 50 ans d'expérience, construit 270 usines, et nous avons la vocation de devenir un acteur de la transition énergétique. En couplant notre expérience, notre capacité à gérer le CO2, on peut offrir à nos clients des possibilités de production d'hydrogène bleu, avec réinjection de CO2 dans le sous-sol. Mais il nous tenait à cœur d'avoir également une offre solide en hydrogène vert, d'où la raison du partenariat avec McPhy. Le slide suivant permet de l'illustrer. Avec McPhy, Technip partage la même vision, qui est que, de manière large, il y a une transformation massive et une émergence d'une industrie basée sur l'hydrogène, particulièrement l'hydrogène vert, ce sera progressif. Mais nous pensons que cela ira très vite et que ça changera à terme le carrière énergétique qui est décarboné pour devenir hydrogène. Nous pensons que la collaboration Technip-McPhy offre des synergies intéressantes du fait de la technologie efficiente et économe de McPhy et également les capacités de projet de Technip, sa capacité d'intégration dans les projets et ses compétences historiques également dans l'électrolyse leur soutien. Il est visé du fait un déploiement large-scale des unités de plusieurs centaines de mégawatts dans des environnements complexes et variés, que ce soit des raffineries, des complexes chimiques, des cimenteries ou effectivement des hubs de production d'hydrogène proches de villes. Tout ça dans une logique d'intégration avec des énergies renouvelables et également une prise en compte de la chaîne des consommateurs, que ce soit le consommateur direct, le grid ou des solutions Power to X. Il me faut mentionner, mais Laurent va en parler mieux que moi juste après, le fait que Chart Industries a également rejoint cette collaboration et va permettre de développer de manière plus efficiente nos équipements. Laurent, je te laisse présenter. Merci Thibaut. Et tout d'abord, je suis ravi de m'associer à tous les autres membres de France Hydrogène pour souhaiter la bienvenue à Technip au sein de notre association. Ça rentre effectivement dans une logique de consolidation et qui s'est traduit pour McPhy par notre augmentation de capital du mois d'octobre. Consolidation qui passe évidemment en particulier par un rapprochement industriel, donc c'est pas uniquement une levée de fonds. C'est aussi une vraie réflexion et un aboutissement d'une réflexion stratégique et industrielle pour pouvoir mener et proposer au marché une offre la plus complète possible, industrielle et à l'échelle. Elle se traduit par le partenariat existant que l'on avait d'une part avec la BPI depuis 2014, mais surtout d'un point de vue industriel avec EDF depuis 2018 et sa filiale Dynamics, qui nous permet d'avoir une compréhension fine du marché de l'électricité bas carbone et renouvelable, qui est un élément absolument critique dans le développement de notre filière d'hydrogène vert. Le partenariat avec Technip, présenté par Thibaut, et qui nous ouvre la porte à un point fondamental qui est l'intégration des électrolyseurs dans des process plus vastes d'hydrogène dans sa grande majorité, n'étant pas une finalité en soi, c'est un moyen pour faire autre chose. Et de ce côté-là, la partie intégration est fondamentale. Et puis, dernier partenaire et non des moindres, Chart Industries. On a beaucoup parlé d'hydrogène liquide ce matin, notamment par les perspectives de développement de l'aviation, qui est un challenge magnifique et d'une ambition française extrêmement forte. Chart Industries est un acteur majeur dans la liquéfaction et la cryogénie pour le LNG et l'hydrogène, ce qui donne effectivement la possibilité à McPhy, à travers ce partenariat, de développer des offres d'électrolyse et de recharge qui permettront de venir en soutien de ces développements de flottes d'avions à venir, voire de camions ou de trains. Encore une fois, effectivement, je pense qu'on est en train, avec le passage à l'échelle de notre filière, avec son industrialisation,
avec aussi des levées de capitaux massives qui ne concernent pas que McPhy. On voit des levées spectaculaires quasiment tous les 15 jours actuellement. L'étape suivante, c'est nécessairement une consolidation progressive du marché qui va aussi permettre au passage à l'échelle, et ça se fait à travers différents instruments, dont celui que je vous ai exposé aujourd'hui. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Laurent et merci Thibaut, et donc effectivement bienvenue à Technip, donc parmi les membres de France Hydrogène. Maintenant nous allons écouter Jean-Marie Bourget de Powidian qui a fait entrer Bouygues à son capital. Oui, bonjour, très rapidement, je suis Jean-Marie Bourget, président et fondateur de Powidian. Donc Powidian, c'est une petite entreprise issue d'un grand groupe Airbus, et on est un pur intégrateur, et on a travaillé très longtemps sur des sites isolés en utilisant des électrolyseurs, des piles à combustible pour faire du stockage d'énergie et rendre autonome des sites. Là, on a des grands clients prestigieux, le DF, le CEA, la Défense, la DGAC, la CNR, etc. Mais Powidian, ça reste une toute petite entreprise. Et on a décidé d'ouvrir notre capital à une grande entreprise pour se rapprocher ensemble et avoir vraiment une synergie. Alors Bouygues, je ne le présente pas, c'est, si je me trompe, le numéro 3 européen dans le BTP, c'est énorme. Et ça a une grosse partie bâtiment, mais ça a aussi une partie Bouygues Energy Service. Et donc l'idée, c'était de faire rentrer quelqu'un qui va aider une petite entreprise. Comme je dis souvent, c'est monter sur le porte-bagages d'une grande entreprise pour nous amener plusieurs choses. On a fait un accord d'investissement, mais aussi un partenariat commercial qui permet aux deux entreprises de se développer et de se renforcer. Alors, pour Powidian, quand vous avez passé l'audit d'un grand groupe et qui rentre chez vous, vous avez renforcé votre crédibilité, les gens vous font confiance. On est regardé autrement. Pour Bouygues, l'avantage, c'est que Bouygues voulait aller dans le monde de l'hydrogène, pas du tout son domaine. Comment rattraper son retard, des besoins, parce qu'ils veulent développer la branche Bouygues Energy Service. Et là, il y a du service autour de l'hydrogène à développer. Bouygues Construction aussi veut travailler sur la décarbonation de ses chantiers, etc. Donc le fait de travailler avec un petit acteur connu et reconnu, avec des acteurs de renom, a permis à Bouygues de se lancer dans la grande aventure et de rejoindre ses partenaires, ses concurrents ou les autres acteurs du marché. Nous, ça nous permet aussi à Powidian d'aller chercher, et on a fait un premier contrat vers un grand client qui s'appelle la DGAC, où on était trop petit pour y aller tout seul du point de vue financier. Et donc être avec un grand groupe, faire un partenariat nous permet d'aller chercher des marchés intéressants. Ça nous permet aussi de bénéficier d'un vrai réseau commercial mondial, parce que nous, on est trop petits, donc pour aller chasser un peu partout dans le monde et se développer, même si on se développe beaucoup en France, il faut aller chercher aussi des marchés à l'extérieur. Donc ça, c'est un vrai réseau qui nous permet de grandir. Du coup, le groupe Bouygues, lui, élargit très rapidement son offre technico-commerciale et bénéficie d'un accès privilégié pour ses propres besoins. Donc l'idée, ça a été vraiment de faire gagnant-gagnant pour développer deux acteurs français, une petite PME et un grand groupe, un peu comme les Allemands essayent d'emmener des PME sur leur porte-bagages. On a essayé de faire la même chose et on est très confiant dans le succès de cette opération. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Marie. Et enfin, nous allons entendre Madame Capella Festa, qui est vice-présidente hydrogène de Schlumberger, et qui va nous parler de Genvia. Donc, il y a eu des récentes annonces sur ce projet. Merci Stéphanie. Bonjour à tous, je m'appelle Capella Festa, je suis vice-président pour l'hydrogène chez Schlumberger, et c'est un plaisir de vous parler du projet Genvia et de parler également de la nouvelle génération de technologies d'électrolyseurs. On a beaucoup entendu parler des partenariats ce matin et l'importance des partenariats, donc je vais continuer un peu ce thème. Genvia, c'est une collaboration entre des partenaires à la fois privés et publics. Les partenaires principaux, c'est le CEA, côté recherche, et Schlumberger. On a à la fois le CEA qui amène une technologie de rupture avec l'électrolyse haute température, donc l'électrolyse réversible de solid oxide, et Schlumberger qui amène une longue historique d'industrialisation des technologies de pointe. On a également des partenaires Vinci Construction, Vicat et l'AREC de l'Occitanie, qui amènent les compréhensions des besoins industriels, comme Jean-Marie a dit tout à l'heure avec Bouygues. C'est important dans toutes ces chaînes de valeur de bien comprendre le cas d'usage final chez les clients. Vinci Construction, Vicat dans le domaine de cimenterie,
et l'AREC de l'Occitanie, pareil, pour comprendre les besoins régionaux en matière d'hydrogène également. Donc, que fera le projet Genvia? Alors, donc, l'intention, c'est de mûrir cette technologie de solid oxide qui a autant breveté du CEA, où il y a eu plus de 10 ans de R&D, et de vraiment de construire une ligne pilote, de l'industrialiser. On va commencer à faire la construction de ligne pilote à Béziers en 2021 pour démarrer donc les premiers déploiements industriels. Et vraiment avec l'objectif d'arriver à un électrolyseur plus efficace et moins cher dans la deuxième moitié de la décennie. Et bien sûr, on prévoit les déploiements de projets démonstrateurs sur la première moitié de la décennie. On travaille en collaboration vraiment très étroite avec le CEA depuis le début de l'année. C'était intéressant d'écouter Philippe Girard derrière tout à l'heure. On voit vraiment la même chose, donc les équipes qui viennent des horizons bien différents. Schlumberger a plutôt un historique dans le domaine pétrolier, dans toutes ses gammes scientifiques et d'ingénierie. On met les équipes ensemble, il y a une complémentarité, il y a un enthousiasme de travailler sur cette rupture technologique. Donc il y a vraiment, comme Philippe a dit tout à l'heure, il y a quelque chose de très, très enrichissant de voir des équipes des mondes, des horizons assez différents se mettre ensemble sur un objectif de vraiment, pour nous, vraiment d'attaquer des vrais challenges un peu au cœur de cette création de filières et d'économie hydrogène. Comment baisser le coût des technologies pour la création de l'hydrogène vert et augmenter son efficacité. Donc c'est un plaisir de voir cette collaboration prendre forme. Pourquoi donc Schlumberger a investi de façon si franche dans le projet Genvia? Comme vous pouvez peut-être imaginer, si vous connaissez un peu Schlumberger, c'est la technologie qui nous attire. On parle de technologie qui a une promesse d'une efficacité et un rendement en hydrogène bien plus élevé que le PEM ou l'alcalin. Là où il y a éventuellement l'intégration avec le chaleur fertile, on peut imaginer que le solid oxide produit de l'hydrogène avec 30% de moins d'électricité, donc vraiment très, très intéressant. Il y a une maturation à faire de cette technologie en durabilité, il y a une industrialisation à faire, mais plus on regarde, plus on y croit. En plus, la technologie solid oxide est réversible. Donc, on imagine des cas d'usage en couplage avec les renouvelables ou cette réversibilité. Donc, le même objet peut à la fois être un électrolyseur et un pile à combustible dans l'autre sens. Et bien sûr, cette flexibilité qui possède le pile à combustible solid oxide par rapport à différents fuels. Donc le fait qu'en mode pile à combustible, ça peut travailler avec l'hydrogène, mais également le méthane ou l'ammoniac. Donc on imagine également des cas d'usage en mode pile à combustible qui sont peut-être différents d'un alcalin ou un PEM. Puis bon, je pense que tout le monde dans ce milieu sent une vraie urgence de s'y mettre. Donc dès début de l'année prochaine et pour les 3-4 prochaines années, on va travailler sur un peu les trois aspects, la maturation de la technologie, l'industrialisation bien sûr de l'objet et également pour la mise en route de technologie, il faut vraiment l'ouverture des marchés. On ne peut pas le faire seul. C'est vraiment de travailler avec les partenariats, avec les différents cas d'usage dans les différents secteurs, d'une façon très étroite, pour qu'on peut élaborer des solutions qui sont vraiment fit for purpose avec ces différents usages. Donc, on commence comme le partenariat qu'on a déjà dans la création du projet Genvia, mais aussi avec d'autres partenaires pour vraiment être sûr que la technologie qu'on produit est très bien adaptée à les différents usages qu'on voit pour l'hydrogène dans un futur proche. Pour conclure, nous on pense vraiment qu'avec la création de cette filière hydrogène française, européenne, que la fabrication de l'électrolyseur efficace pour produire de l'hydrogène à coût compétitif est vraiment un peu moteur en quelque sorte de cette filière. On s'y met, on imagine des partenariats au-delà de ce qu'on a en ce moment, à l'amont, à l'aval, pour vraiment faire de cet investissement une réussite. Merci beaucoup Capella et merci à tous les intervenants qui ont bien voulu prendre la parole ce matin sur ces 4 axes proposés pour la structuration avec les mots-clés qu'on vient de voir, donc un enjeu majeur pour réussir le déploiement d'hydrogène en France. Nous souhaitions terminer cette conférence en faisant un point sur quelque chose qui est important aussi, c'est l'IPCEI.
Nous avons Monsieur Olivier Marfin qui est avec nous pour prendre la parole sur la démarche française. Et nous aurons également Jean-Luc Brossard du CSF Automobile qui va intervenir. Aurélie Picard, malheureusement, a eu un petit souci de dernière minute. Elle ne pourra pas être avec nous ce matin. Donc je passe tout de suite la parole à Olivier Marfin. Bonjour, je suis Olivier Marfin. Je suis directeur de projet à la Direction Générale des Entreprises au ministère de l'Économie. Donc je vais vous parler rapidement du travail qu'on mène sur l'IPCEI hydrogène. Concrètement, suite à l'annonce de la stratégie hydrogène par le gouvernement français le 8 septembre, donc il a été acté que 1,5 milliard serait mobilisé pour la construction d'un projet important d'intérêt européen commun sur l'hydrogène, pour prendre un modèle sur ce qui avait été fait sur les batteries. Ce projet soutiendra 3 axes, la recherche et développement et l'industrialisation d'équipements pour la mobilité routière, donc que ce soit les véhicules utilitaires, les camions, les bus, la recherche et développement et l'industrialisation d'électrolyseurs pour produire de l'hydrogène décarboné et l'utilisation de ces électrolyseurs pour décarboner des sites industriels. Donc dans ce 3e volet, le PIEC soutiendra 2 à 3 opérations pilotes de décarbonation qui impliqueront de grands électrolyseurs. En termes de construction, donc le travail a démarré finalement avec une réunion au niveau entre la France et l'Allemagne qui a eu lieu le 13 octobre. Donc nous avons eu mardi, le 13 octobre, une rencontre rassemblant M. Macron, Mme Merkel, M. Altmaier, M. Le Maire, ainsi que la Commission, Mme von der Leyen, M. Breton, en présence d'industriels, de CEO des 2 pays. Donc l'échange qui a eu lieu a permis d'aborder la question d'une coopération renforcée sur le développement et la production d'électrolyseurs à grande échelle, l'utilisation de l'hydrogène afin de décarboner des sites industriels, également le développement d'une chaîne de valeur européenne de techno et de matériel clés pour la mobilité routière lourde. Donc à ce sujet-là, je vous invite à consulter le communiqué de presse sur le site de l'EIP. Dans la foulée de cet événement, donc, nous avons engagé des discussions avec les autres États membres dans une logique inclusive. L'objectif, c'était bien sûr de leur permettre de joindre ce mouvement et qui a pour objectif de construire cette chaîne de valeur souveraine et résiliente sur l'hydrogène. Donc la discussion qui a démarré donc dans la foulée a porté sur 2 points principaux, donc le calendrier du futur IPCEI et l'identification des groupes de travail, des work packages pour être plus précis, de ce futur IPCEI. Donc à ce titre, les sujets qui sont poussés par la France et que je vous ai rappelés devraient s'inscrire dans un ensemble plus large de sujets, dans un ensemble plus large de work package, afin d'être inclusif et d'être en ligne avec les stratégies des différents États membres. Au cours de ces échanges, donc la France et l'Allemagne ont bien confirmé leur volonté d'engager les prochaines étapes en vue d'un événement officiel de lancement d'un PIEC sur l'hydrogène fin 2020. Donc à ce titre, l'événement finalement de fin de présidence du Conseil européen par l'Allemagne sera l'occasion de faire un rétro-planning sur les IPCEI et devra permettre d'annoncer ce lancement justement d'un projet IPCEI hydrogène. Et en complément de cette annonce, on devrait pouvoir être capable d'annoncer donc justement un calendrier et déjà une ébauche de structuration en termes de work package. Donc à ce titre, le calendrier qui est défendu par la France doit permettre de mettre en œuvre rapidement une première vague de projets IPCEI. Donc notre objectif, c'est d'obtenir l'organisation rapide d'événements de matchmaking multilatéraux à l'échelle européenne au premier trimestre 2021, une prénotification en mai 2021 de l'IPCEI à la Commission européenne et une notification en novembre 2021 dans l'objectif d'avoir une décision de la Commission en fin d'année prochaine pour versement des aides aux bénéficiaires en 2022 et démarrage des projets à cette date-là. En parallèle de cette construction multilatérale, nos échanges portent également sur des travaux bilatéraux, donc avec les différents États membres. Donc nous avons bien sûr engagé également des discussions techniques avec l'Allemagne, donc sous la forme d'un événement de matchmaking qui a eu lieu le 30 novembre. Et nous envisageons également donc d'échanger avec d'autres États membres en bilatéral, l'Italie notamment, et également d'autres États membres à venir dans les semaines et mois à venir. Merci beaucoup Monsieur Marfin et notamment pour ces éléments de calendrier que vous nous avez donnés. On va passer la parole à Jean-Luc Brossard pour le CSF Automobile. Voilà, Jean-Luc, à vous. Bien, bonjour à tous, donc Jean-Luc Brossard, donc je suis le directeur R&D du CSF Automobile. Également, au niveau national, le directeur du véhicule à faible empreinte environnementale et vice-président en recherche, direction de la recherche et de l'innovation chez PSA. Ce qu'on veut dire, on a séparé en fait les activités. Il y a 2 CSF importants, même si les d'autres 8 CSF sont impliqués, importants dans cette démarche d'IPCEI hydrogène. Donc le CSF industrialisation des nouveaux systèmes énergétiques, dont Aurélie Picard aurait dû vous présenter l'activité, et qui a en charge en fait toutes les activités liées à la production, le stockage et la distribution de cet hydrogène, et l'hydrogène si possible décarboné vert.
Et puis le CSF Automobile et Mobilité qui, à partir des stations de recharge, en fait, regarde comment on peut avoir sur toute la chaîne de valeur des stations, des équipements nécessaires à la fabrication d'objets, à la livraison d'objets et d'opérateurs de mobilité hydrogène, en fait, toute cette chaîne de valeur qu'on peut proposer. Ce qu'il faut savoir, donc, que ça soit en France, en Allemagne, en Italie, les constructeurs automobiles et de camions et de bus travaillent depuis déjà des années, en fait, sur le développement de systèmes à hydrogène, et ont travaillé à lever un certain nombre de verrous qui sont arrivés, en fait, à la conclusion dans une position technique de filière automobile qu'on a diffusée, où on recherchait, en complément de la mobilité électrique, qui ne peut pas répondre à tous les usages attendus par nos clients, qui a proposé une offre hydrogène dans le sens où il y a la possibilité pour des usages intensifs, on estime les véhicules utilitaires légers, les bus et les camions, de proposer des offres zéro émission à l'usage, mais également la possibilité d'avoir des remplissages rapides qui permettent en fait ces usages intensifs et des autonomies, voire une polyvalence en fait que n'offrent pas d'autres systèmes alternatifs. Donc quand on regarde les verrous qui restent à lever, au niveau de la mobilité hydrogène, en fait, il y a 3 gros verrous. Le premier, c'est le coût global qu'on regarde. Donc ça peut être le coût de la livraison justement de cet hydrogène décarboné, mais également le coût des équipements que nous allons monter dans les véhicules de mobilité. Donc ça peut être coût des piles à combustible, coût des réservoirs pour des compresseurs d'air. Le deuxième verrou à lever, bien sûr, c'est une infrastructure qui permet de rassurer, qui permet un maillage territorial européen suffisant pour déployer une mobilité à grande échelle. Et bien sûr, comme vous le savez, qu'on est contraint par une réglementation européenne qui devient de plus en plus sévère dans la trajectoire vers la neutralité carbone en 2050. Aujourd'hui, il a été annoncé par la Commission européenne la volonté de revoir la cible des émissions du transport routier de telle façon à garantir les 90% de baisse d'émissions en 2050 par rapport à 1990. Dans ce cadre-là, il est très important pour nous de trouver des solutions qui permettent et d'engager des solutions qui permettent d'aller sur cette trajectoire en 2050. Mais pour lever les 3 derniers verrous que j'ai cités tout à l'heure, on a besoin d'expérimentations à très grande échelle et des volumes. Et c'est par les volumes qu'on fera baisser en particulier les coûts et qu'on pourra valider nos écosystèmes. Le plus gros challenge qu'on a aujourd'hui, c'est bien celui de passer d'une démarche de flotte captive de petite dimension à une démarche de volume de production très important. Et quand on parle de volume de production dans le secteur automobile et mobilité, on parle bien sûr pour des usines terminales, la capacité de faire au moins 20 à 50 000 unités par an, ce qui sont des volumes relativement importants. Et c'est pour ça qu'on défend donc au niveau européen un projet de déploiement en fait des véhicules utilitaires légers, des camions et des bus, de telle façon à amener une brique aux porteurs de projets d'IPCEI qui permet l'usage en fait de l'hydrogène. Et donc on envisage à peu près une consommation d'hydrogène de 20 000 à 40 000 tonnes par an. Il faut savoir qu'on a déposé au niveau européen un projet qui s'appelle Rainbow Unicorn, qui est un exemple de déploiement du VUL, où on a toute la chaîne de valeur que j'ai décrite. Donc l'objectif au niveau français, c'est bien de construire au niveau européen les équipements et les technologies clés pour l'hydrogène. Donc on a des grands fournisseurs français qui sont fortement impliqués. Donc je pense à Symbio pour les piles, à Forestia pour les réservoirs, à Plasticomnium bien sûr pour les piles, mais avec son partenariat KPO également pour les réservoirs et pour les piles, avec le KPO, et puis Michelin. On implique bien sûr le CSF Chimie, France Chimie, avec Arkema qui peut nous aider à travailler sur les membranes, à travailler sur les fibres carbone. On a déjà des contacts à l'international et on a des opérateurs qui se sont positionnés. Donc on parlait tout à l'heure des échanges avec l'Allemagne. Opel PSA répondra, associé bien sûr avec le distributeur H2 Mobility en Allemagne sur les piles, la pile à combustible sur les stations de recharge et avec des opérateurs comme DHL à une offre de mobilité, à un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé en Allemagne avec un workshop auquel les Allemands participeront donc le 16 décembre. Donc il y a une forte prise en compte maintenant de l'Allemagne qui pousse aussi, comme le fait les Français, pour avoir cette possibilité donc de développer la mobilité à fort volume au niveau de la mobilité hydrogène et donc qui permettra pour nous Français d'offrir en fait les équipements et de soutenir les équipementiers qui auront besoin d'augmenter leur volume. On associe bien sûr des problèmes d'infrastructure, donc comme on l'a dit, on a des contacts avec H2 Mobilité en Allemagne, on a des contacts bien sûr en France avec Engie, Air Liquide ou Total.
et beaucoup de cités européennes, parce que notre objectif étant d'un déploiement européen, on avait envie d'avoir une vingtaine de mégapoles européennes qui sont susceptibles en fait d'avoir une mobilité hydrogène de grande échelle. Et donc, on a déjà des contacts avec Düsseldorf, Rome, Barcelone, un certain nombre de choses. Donc, globalement, l'IPCEI est un outil qui est très important pour nous, pour permettre de passer à l'échelle, en fait, et d'augmenter les volumes de mobilité. Et la fourniture des objets de mobilité et la volonté des opérateurs de passer cette transition énergétique en ayant des véhicules à faible émission permet en fait d'avoir ce qu'on appelle un spillover effect. Et cet IPCEI européen qui sera sur l'hydrogène est très important pour l'accélération en fait de la mobilité hydrogène. Merci beaucoup Jean-Luc. Nous allons conclure cette matinée. Je redonne la parole à Philippe pour une petite conclusion de 2 minutes et merci à tous les intervenants qui se sont mobilisés ce matin. Merci aux présentateurs, merci aux intervenants. Nous avons eu là de très belles présentations. Je trouve qu'on a pris un grand bol d'optimisme. Repenser à ce que nous avions comme présentation il y a 2-3 ans, on a vraiment le sentiment qu'il s'est passé quelque chose. Loin de moi l'ambition de résumer ces différentes présentations qui ont montré, s'il en était besoin, le dynamisme des acteurs et les progrès que nous faisons. Les présentations ont montré de façon concrète que l'hydrogène s'inscrit dans les territoires. Alors on n'a plus, comme il y a 2-3 ans, des schémas, mais maintenant on a des usines, on a quasiment des plans d'usines, on a des cartes de territoire, on a des lignes de bus, on a des canalisations, on a des stockages. On passe, je dirais, du PowerPoint au PowerPlant. Et on voit des poids lourds de l'industrie nous rejoindre. Alors on a cité, je ne vais pas être exhaustif, on a cité Technip, on a cité Schlumberger, on a cité Ariane, on a cité Bouygues. Nous sommes vraiment entrés dans une nouvelle ère, celle de la mise en œuvre de la stratégie nationale. Et donc les choses se mettent en place et on l'a bien constaté ce matin. 2 maîtres mots et qui sont revenus dans les différentes interventions, coopération, coordination. Alors, nous allons avoir bientôt un coordinateur national, nous allons avoir bientôt la mise en place du Conseil national de l'hydrogène, ce serait en janvier, peut-être plus tôt, je ne sais pas. En tout cas, on a devant nous 2 grands défis. Changer d'échelle et changer vite. Et puis le deuxième défi, c'est participer à la réindustrialisation. Changer d'échelle et vite, c'est faire émerger des écosystèmes territoriaux et c'est bien là que il faudra faire preuve de coopération et il va falloir se coordonner, coordination de tous les acteurs. Donc des appels à projets comme celui de l'ADEME là, pour l'émergence d'écosystèmes territoriaux vont y contribuer. Les délégations régionales que nous mettons en place actuellement doivent également y contribuer. Importance de la réplicabilité, on a eu des exemples ce matin, pour ne pas réinventer à chaque fois la roue et aller plus vite. Donc, importance également du partage d'expérience et atteindre des tailles significatives, Jean-Luc en parlait à l'instant, pour bénéficier de l'effet d'échelle et ça évidemment ça exige de travailler aussi sur la logistique et on a eu des exposés logistiques de l'hydrogène, donc à la fois dans le gazeux et dans le liquide et on a eu des exposés là-dessus ce matin. Deuxième grand défi, participer à la réindustrialisation. Alors évidemment, vous savez, la stratégie hydrogène fait partie du plan de relance. Au premier plan, des outils qui vont nous permettre de participer à cette réindustrialisation, c'est évidemment l'IPCEI qui va permettre de faire émerger des champions français. Nous avons eu là une présentation très concise et très claire d'Olivier Marfin, qui nous a donné un calendrier et on voit que les choses vont avancer vite et je dirais même se précipiter d'ici la fin de cette année. Nous avons des accords, des consolidations qui s'intensifient. Je vous rappelle les mots de Laurent Carme, de Jean-Marie Bourget. On avait eu l'an dernier Symbio, cette année dans la période récente. Et là encore, je ne vais pas être exhaustif. Vous avez donc GTT qui a racheté Areva H2Gen, l'autre producteur d'électrolyseurs. Bouygues, Jean-Marie en a parlé, Bouygues est entré au capital de Povidian. Vous avez aussi, côté mobilité encore, Plastic Omnium et Ringklinger qui ont formé une JV pour produire des équipements hydrogène. Des levées de fonds, et notamment la levée de fonds emblématique de McPhy pour 180 millions d'euros, mais aussi des plus petits avec Energy Observer Développement, 20 millions d'euros, et d'autres qui sont en préparation. Pour développer ces briques technologiques, on a un outil, les appels à projets de l'ADEME, qui va
va y consacrer 350 millions d'euros. Pour notre part, pour France Hydrogène, il va s'agir de poursuivre le travail sur les chaînes de valeur, sur le contenu local. Et vous avez entendu Vincent Lemaire dire à quel point il est important d'accentuer cette action en faveur du contenu local et que cette stratégie hydrogène, ce qui va être mis en œuvre, profite réellement à l'industrie française. Un travail également sur les compétences et les formations à mettre en place. Donc, je dirais, voilà le programme, voilà les enjeux, voilà les défis, ils sont devant nous. Et je suis sûr que la filière saura relever ces défis. Voilà, je vous remercie. C'est ce que je voulais dire en conclusion très rapidement. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci aux nombreux invités qui étaient connectés ce matin, notamment aussi les journalistes qui participaient à cette session, nos membres, nous les retrouvons tout de suite pour la partie formelle donc de l'Assemblée Générale. Vous avez un lien qui est différent et donc on se retrouve tout de suite. Mais merci à tous et à très bientôt. Merci.